Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur la cryptographie. On va parler de l'attaque Bitflipping avec le mode CBC. Alors on verra ce que c'est la cryptographie, en particulier la symétrique. Ensuite on verra les modes d'opération, on verra le mode CBC surtout. Ensuite on fera du coup on verra la technique du Bitflipping, comment ça marche et ce que c'est. Et enfin je vous ferai une démonstration sur un exo que j'ai codé. Voilà. Alors, la crypto, qu'est-ce que c'est? Du coup, l'objectif, c'est d'assurer la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité. Donc, typiquement, la confidentialité, c'est le fait que on ne puisse pas lire euh, une conversation, par exemple, qui a été chiffrée. Donc, on va chiffrer la conversation et chiffrer les messages pour qu'une personne qui écoute ne puisse pas lire ce qui se dit. De l'intégrité, ça va être le fait de s'assurer que le message arrive bien entier enfin, bien correct à destination, qu'il n'a pas été modifié durant le transfert, que ce soit par du bruit ou par une personne tierce mal intentionnée. Et l'authenticité, on va s'assurer que l'information, le message provient bien de la bonne personne euh, qui, euh, qui est censée l'envoyer et que ce ne soit pas une personne qui usurpe l'identité. Euh, Et donc ça, c'est un ensemble de protocoles et d'algorithmes de chiffrement qui assurent les trois objectifs. C'est différent du coup de la stéganography. La stéganography, on va chercher à cacher de l'information dans un média de couverture. Typiquement, on va chercher à cacher dans une vidéo, dans de l'audio, dans de l'image, dans du texte, ou même dans d'autres types de fichiers ou de couverture. On va le cacher, mais pas forcément le rendre illisible. Et pour revenir au chiffrement, la crypto, du coup, il y a deux types qu'on distingue, c'est la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique. La différence, c'est qu'en cryptographie symétrique, on va utiliser une seule clé pour chiffrer et pour déchiffrer, c'est la même. En cryptographie asymétrique, ça va être deux clés différentes. Donc on va parler surtout aujourd'hui de cryptographie symétrique. Donc comme je l'ai dit avant, une seule clé pour chiffrer et pour déchiffrer. Euh, Par exemple, on a l'algorithme AES, donc Range d'AL. En fait, AES c'est Advanced Encryption Standard, mais avant d'être choisi comme l'algorithme standard, c'était Range d'AL son nom. Et on a aussi les algorithmes DES et 3DES, mais AES est celui le plus utilisé. Ça a l'avantage d'être très rapide comme algorithme. En revanche, vu qu'on a une seule clé pour chiffrer et pour déchiffrer, il est nécessaire de se mettre d'accord sur cette clé entre deux interlocuteurs. C'est quelque chose qu'on verra dans une autre vidéo. Le truc, c'est que l'algorithme AES opère sur des blocs d'octets. Donc, imaginons que vous avez un texte à chiffrer. Le texte, ce sont des octets. Ça sert des octets. Eh bien, AES va découper ces octets, enfin ce texte, en blocs de 16 octets et va chiffrer ces blocs de 16 octets. La question qu'on va pouvoir se poser, c'est comment est-ce que ça va enchaîner ce chiffrement? La réponse naïve, ça va être de se dire, on va découper notre texte en 16 octets. AES va chiffrer chacun de ces octets indépendamment et va ensuite regrouper le résultat en recollant les blocs chiffrés entre eux. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode d'opération ECB. ECB pour Electronic Code Book, donc c'est le mode le plus simple, hein, mais il n'est pas très sécurisé. Un autre mode, on le verra juste après, c'est le mode CBC. Donc en fait, cette manière d'enchaîner le chiffrement et le déchiffrement de plusieurs blocs successifs, c'est ce qu'on appelle les modes d'opération. Donc ECB et CBC, et après il y en a d'autres, CTR, OFB, CFB, GCM, qui eux sont répertoriés de toute façon sur la page Wikipédia, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Alors on va voir donc le mode ECB, comme j'ai dit, on prend notre texte clair, en fait, le texte qu'on veut chiffrer,
on le découpe en blocs de 16 octets. Donc là on a 16 octets, là on a 16 octets, là on a 16 octets. On passe tout ça dans la fonction de chiffrement AES, qui est très sécurisée, elle, ça c'est très sécurisé, et en utilisant la clé de chiffrement. Hop, on retrouve en sortie un bloc de 16 octets qui est chiffré. Et on fait la même chose avec le deuxième bloc, clac, le chiffré. Le troisième bloc, quand il y en a, enfin jusqu'à ce qu'il y ait plus que tous les blocs soient chiffrés. Et ensuite, du coup, le texte chiffré correspond simplement à la mise bout à bout de chacun des blocs chiffrés. Donc ça, c'est super, c'est très simple. Le seul problème, enfin le problème, c'est que deux blocs identiques seront chiffrés de la même manière. Parce que la fonction de chiffrement AES, avec les paramètres, enfin avec la même clé et le même bloc d'entrée, va produire le même bloc de sortie. Donc si là j'ai le même bloc que là, là j'aurai la même sortie que ici. Et donc ça peut être embêtant. Pour pallier ce problème, on a inventé d'autres modes, comme le mode CBC. Alors là j'ai mis la fonction de déchiffrement, mais on verra que pour le chiffrement, c'est juste à prendre à l'envers. Donc pour déchiffrer, là où en ECB on fait la même chose dans l'autre sens, on reprend le texte chiffré, on le déchiffre, on retrouve ça. On découpe en fait un texte chiffré en bloc de 16, hop, on déchiffre chaque fois. Pour le mode CBC, on prend notre texte chiffré, on le passe dans la fonction de déchiffrement d'AES, et ici nous en sort un bloc de 16 octets. Et ce bloc de 16 octets là, on va le XORer avec un initialisation vector, qui est en fait un bloc aussi de 16 octets, qui est défini au niveau du chiffrement, enfin, au moment du chiffrement, mais qui n'a pas besoin d'être secret. Par contre, il doit être unique. Du coup, hop, on prend notre premier bloc chiffré, donc de 16 octets, on le déchiffre avec la clé, on le XOR, et ça nous fait le premier bloc du plaintext. Pour déchiffrer le deuxième bloc, on prend toujours pareil le deuxième bloc donc de 16 octets, du texte chiffré, on le déchiffre, et on va le XORer, non pas avec l'IV, mais avec le bloc chiffré précédent. Et on retrouve le plaintext. Et on fait la même chose ici, on déchiffre, on XOR avec le bloc chiffre précédent, et on retrouve le plaintext. Pour chiffrer, donc ça va être la même chose, sauf qu'on va remonter. On prend le plaintext, on le XOR avec l'IV. Enfin, d'ailleurs, le chiffrer, c'est un chiffre avant de déchiffrer, c'est mieux. Et au moment de chiffrer, ça qu'on se met d'accord sur l'initial vector. Donc on prend notre texte à chiffrer, on le découpe, hop, on le XOR, on le chiffre, et on a le premier bloc du ciphertext. Premier bloc du ciphertext qu'on va XORer avec le deuxième bloc du plaintext, on le chiffre, on trouve le deuxième bloc du ciphertext. Donc là, l'avantage, c'est que deux blocs identiques ne vont pas être chiffrés ou déchiffrés de la même manière, puisqu'ils vont dépendre du bloc précédent. Donc voilà. Cependant, il peut y avoir des cas où ce mode-là peut être attaqué. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, l'attaque qu'on va voir, du coup, c'est le bit flipping. Je vous ai balancé ça. On va voir le schéma juste après, on va y revenir. Donc, on va modifier des bits d'un bloc dans le ciphertext pour modifier les bits du bloc suivant dans le plaintext. D'accord? Et ensuite, le seul problème, c'est qu'on aura détruit un bloc de plaintext, mais voilà, ça, on verra juste après. Et donc, cette technique-là va nous permettre d'effectuer d'autres attaques, comme l'attaque du padding oracle, par exemple, qui utilise le bit flipping. Mais c'est une attaque qu'on verra dans une vidéo qui ne sortira pas tout de suite. Alors, pour un peu illustrer ce que j'ai dit juste avant, on reprend un schéma, donc c'est le même, de déchiffrement de CBC. Et on va considérer par exemple ces deux blocs-là. Admettons que j'ai la possibilité de déchiffrer par exemple mon ciphertext. Voilà.
sur une application qui déchiffre ce ciphertexte avec une clé là que je ne connais pas. Donc je lui donne le ciphertexte, il me rend le plaintext. Et que je ne connais pas la clé, eh bien j'ai moyen quand même de modifier le plaintext. Voilà, de contrôler un bloc du plaintext en modifiant le ciphertexte. Et pour ça, on va, imaginons que je veux modifier l'octet là en rouge, dans le plaintext du troisième bloc, eh bien je vais utiliser le bloc chiffré précédent et l'octet en même position. Et comme le XOR qui est appliqué ici est une opération qui se fait octet par octet, c'est-à-dire que le premier octet ici va XOR avec le premier octet là pour donner le premier octet ici, etc. Et donc, le fait d'utiliser cet octet là, ça va directement fluer sur celui-là. En fait, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est parce que si on modifie un octet ici, en fait, la fonction de déchiffrement d'AES, notamment, elle va être une fonction à diffusion d'erreurs, en gros. C'est-à-dire que là, si je modifie un seul truc ici, tout va être modifié à la sortie. Et c'est incontrôlable, et en plus, on ne connaît pas la clé. Donc c'est une mauvaise idée de toucher à ça. On va donc toucher à ça et utiliser les propriétés du XOR ici. De cette manière, je vais pouvoir modifier un seul octet dans le plaintext. En revanche, quand je modifie un octet ici, du coup, il va passer dans le bloc, enfin dans la fonction de déchiffrement, et tout va être modifié complètement, il va être détruit. Et là, ce sera incontrôlable, on ne pourra pas contrôler ce qu'on écrit. Donc, il va falloir faire attention à ça. Le seul cas où ça ne posera pas de problème, c'est dans le cas où, en envoyant le ciphertext, on peut aussi envoyer un initial vector et qu'on veut modifier le premier bloc. Dans ce cas-là, plutôt que de modifier le bloc chiffré précédent, on va modifier l'IV, puisque c'est celui-là qui XOR avec la sortie de la fonction de déchiffrement. Et dans ce cas-là, si je modifiais par exemple l'octet ici en avant-dernière position, je modifie l'octet en avant-dernière position d'un initial vector, il va directement modifier celui-là. Et il y a moyen de modifier lui pour écrire ce qu'on veut là-dedans. Mais l'avantage aussi, c'est que comme l'initialisation de vecteur ne passe pas dans une fonction de déchiffrement, il ne va pas y avoir de bloc détruit au moment du déchiffrement. Du coup, on peut repasser à la slide précédente. Donc on va modifier, c'est après ce que j'ai expliqué, modifier les bits d'un bloc du ciphertext pour modifier les bits du bloc suivant du plaintext. Donc je modifie les bits d'un bloc ici pour modifier les bits bloc suivant dans le plaintext. En revanche, je vais détruire le bloc ici du plaintext. Donc je détruis le bloc M du plaintext. Du coup, je vais vous faire une démo pour que ce soit un peu plus clair. Alors, ça va être sur GitHub. Sur GitHub ici, vous avez dans le lien que je vais vous filer, dans AES Speedflipping, vous avez un Docker Compose et un serveur Pompi. Et du coup, vous allez télécharger le Docker Compose. Hop. Et on va jeter un coup d'œil au serveur Pompi. Donc le Docker Compose, il vous faut Docker d'installer, et Docker Compose aussi. Tac. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Il y a un truc. Oui, c'est normal. Voilà. Et on va regarder un petit peu le serveur Pompi qui est l'application qui tourne sur le Docker. Donc tout ce qui est avant, ça ne nous intéresse pas. On voit que le serveur va nous envoyer, enfin l'application va nous envoyer un message de bienvenue avec 3 commandes qui vont être utiles. La première, c'est la commande T qui va nous permettre de récupérer un jeton, un token de connexion en gros. Obligatoire, j'ai mis obligatoire parce que on ne peut pas faire le challenge si on n'a pas de jeton. Parce que l'objectif, c'est d'envoyer ensuite avec la méthode, la commande A,
d'effectuer une action et pour pouvoir effectuer l'action, il faut envoyer un jeton de connexion. Et enfin, bon, la commande Q pour quitter l'application, bon, ça c'est pas très important. Donc, on envoie le message de bienvenue, c'est d'accord, et on génère une clé pour chaque client. Alors, en gros, quand on va se connecter, nous, on aura une clé de 32 octets qui sera générée, la clé de chiffrement, mais nous, on la connaîtra pas. En tant qu'attaquant, c'est une clé qui va pas nous être communiquée. Donc si on tape la commande T pour token, il va y avoir un jeton donc, qui va être créé, c'est le jeton donc il va être en rôle égal invite et P égale 00. Alors P égale 00 simplement pour faire 16 octets, parce que rappelez-vous, la taille d'un bloc en AES c'est 16 octets. On va créer un IV aussi, donc des octets aléatoires, 16 octets aussi, de la même raison, hein. Un IV c'est 16 octets, et on va créer l'objet pour chiffrer le token en mettant la clé qui a été générée ici, en spécifiant qu'on est en mode CBC et qu'on va utiliser l'initial vector qu'on a généré ici. Et avec ça, on chiffre le jeton qui a été créé et on l'envoie au client. Donc c'est-à-dire que nous, on va le recevoir. On va recevoir quoi? On va recevoir l'initial vector et le jeton chiffré. Tout ça encodé en base 64. Et pour la commande A, bon, déjà on va voir ce que ça donne ici. Donc normalement ça c'est bon. Alors ça tourne sur le port 4000. Donc local host 4000 ou 8000, je sais plus. Non, j'avais mis 8000. Hop, et du coup le message de bienvenue. Donc les commandes, on a T donc pour token. Donc on va générer un jeton. Hop, et on nous envoie un jeton. Alors je vais récupérer tout ça. Ça, c'est mon initial vector. Dans Python, je vous conseille aussi toujours un petit terminal Python d'ouvert. On va importer depuis pawn les fonctions XOR B64E, B64D. Si vous n'avez pas Pawn Tools, vous tapez dans votre terminal pip install Pawn Tools. Enfin, pas ici, mais dans le terminal ici. Quoi. Ok, donc là il va me dire que c'est déjà installé. Mais voilà, si vous l'avez pas, je vous recommande de l'installer. Donc depuis Pawn, vous importez la fonction XOR, B64E, B64D qui vont être utilisés pour encoder en base 64 et décoder de la base 64. Donc on a dit que ça c'était l'initial vector hein, qui est fourni en premier. On peut voir ici, d'abord c'est initial vector. Donc, hop, IV égale B64 D de ça. Je peux l'afficher en hexadécimal. Hop, donc ça c'est mon initial vector, j'ai 16 octets. Hein. Et le jeton, du coup, c'est ce que j'ai ici. Ok. Voilà. Alors, si je veux essayer d'effectuer une action avec ça, on a dit ça. Donc il va déchiffrer en fait, ce qu'on n'a pas vu, mais il déchiffre en gros le jeton avec l'initial vector qu'on lui fournit. Et il déchiffre, et en fait, il va autoriser ou non l'accès. Et pour ça, en fait, donc il reçoit ce qu'on lui envoie, il décode notre initial vector, il décode notre jeton ici.
Donc il crée un objet pour déchiffrer avec la clé qu'il avait générée avant, donc qui va être la même que celle utilisée pour chiffrer le token en CBC. Et par contre, l'initial vector, c'est celui qu'on lui envoie nous. Et ça, c'est bien. Et ensuite, ce que ça va faire, c'est que ça va déchiffrer le jeton qu'on lui envoie. Donc la deuxième partie en fait. Là, dans mon cas, comme j'ai pas modifié, je suis retombé sur rôle égale invite et p égale 0,0. Mais nous, ce qu'on va vouloir écrire, c'est rôle égale admin et p égale 0,0,0. Et pour avoir en fait un flag. Donc ce qui va se passer, hop, je vais juste... Voilà. Donc ce qui va se passer, nous, c'est que on va devoir utiliser justement le fait qu'on puisse renvoyer l'initial vector pour modifier le jeton et pour écrire admin. Donc là il y a 3 zéros, c'est toujours pareil pour qu'il y ait 16 octets. Et donc si on regarde sur le schéma ici, on a uniquement ce cas-là, puisque ici j'ai uniquement un seul bloc à chiffrer, un seul bloc de 16 octets, donc en sortie va me sortir un seul bloc. Et donc on est dans ce cas-là uniquement, on n'a pas de bloc supplémentaire, on n'en a qu'un seul. Et donc le ciphertext ici, c'est ce qu'on m'a envoyé, donc c'est ça, c'est cette partie-là en fait. Ça c'est ce qu'on m'a envoyé, et donc c'est ce que j'ai ici, ça c'est le ciphertext. Et initial vector, initialisation de vector, c'est ce que j'ai là, ce qui m'a été envoyé aussi, hop, en premier. Et du coup, nous on va vouloir modifier le plaintext, c'est-à-dire le rôle égal invite et p égale 0,0. Nous on va vouloir écrire un rôle égal admin. Alors pour ça on va pas toucher au ciphertext, parce que sinon on détruit complètement ça. Par contre, on va toucher à l'initialisation de vector. Ça tombe bien, comme il va déchiffrer notre jeton avec celui qu'on lui fournit, on peut le modifier et il va le prendre en compte. Alors comment est-ce qu'on va le modifier? En fait, on va déjà se demander ce qui sort de la fonction directement là, avant le XOR. Pour ça, on va utiliser ce qu'on connaît, c'est-à-dire on connaît le plaintext, c'est rôle égal invite, et on connaît l'initialisation de vector qui est utilisée. Donc on va faire un XOR entre ce bloc-là et ce bloc-là, et on retrouvera ce qu'il y a ici. Donc on y va, je fais avec la fonction XOR de PwnTools, XOR entre, je vais l'appeler temp, XOR entre IV et, d'abord je vais mettre plain, ça va être égal à rôle égal 1, vite, et égal 0,0. Ok, on est bien sûr 16 octets. Donc je vais faire la variable bloc temporaire, on va dire, ça va être XOR entre plain et IV. Et de cette manière, ce bloc-là, c'est celui qui est sorti ici, avant d'avoir fait un XOR. Donc je fais un XOR entre le plaintext et l'initialisation vector, et je retrouve ce qui sort ici. Et ça va être utile, parce que du coup, avec ce qui sort là, je vais pouvoir le XORer avec un autre plaintext que je voudrais, pour calculer l'initialisation de vector qui correspond. L'opération XOR, en gros, sur ce schéma, il faut se dire, si je connais deux des trois branches, en gros, je peux retrouver la troisième en XORant. Donc, nous, on va écrire dans une variable aussi ce qu'on veut écrire. Donc, until est égal à rôle admin. Nous, on veut du admin et égale 0,0,0. Et donc, ça, c'est ce qu'on veut écrire nous. Donc, maintenant que je connais ce qui sort ici, je sais ce qui sort là, je sais ce que moi je vais écrire là-dedans, donc je vais pouvoir calculer une nouvelle initialisation de vecteur qu'il va me falloir pour que quand je XOR l'initialisation de vecteur que je donne
avec ce qui sort là qu'on vient de calculer, et bien j'ai ici un rôle égal admin. Pour ça, c'est pas très compliqué. On reprend notre temp, c'est-à-dire la sortie ici, et on va l'exor avec ce qu'on veut écrire dans le token. Donc on va faire new iv est égal à XOR entre temp et wanted. Voilà, et donc ça, c'est l'initiation de vecteur qu'il va falloir fournir. Et quand il va être XORé avec ce qui sort là, il va nous fournir un token égal admin. Donc c'est parti. Je vais juste l'encoder en base 64. Et j'ai pas modifié du tout le jeton en lui-même, c'est-à-dire le ciphertext. Parce que comme je l'ai dit, si je le modifie, ça passe là-dedans et c'est de la merde. Et après on ne peut plus rien contrôler. Donc je prends ça. Hop. Donc, ah. Tac, donc là je fournis le nouveau jeton et enfin le nouveau initialisation de vecteur d'abord et le texte chiffré ici. Et quand j'appuie, j'ai bien écrit rôle égale admin et p égale 0, 0, 0. Et ça me permet d'avoir le flag. Donc voilà, donc toujours pareil, on a déterminé ce qui sortait de la fonction de déchiffrement ici. Pour en déduire, en sachant ce que nous on veut écrire, pour en déduire ce qu'on va lui envoyer comme initiation de vecteur. Si on avait dû modifier par exemple ce bloc-là, on aurait fait la même chose. On aurait fait le XOR entre le ciphertext et le plaintext ici, pour en déduire ce qui sort là. Et on le XOR avec le plaintext qu'on veut, pour déterminer en fait le ciphertext qu'on veut écrire. Le seul problème, c'est qu'on aura détruit un bloc. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Vous avez deux chals qui sont quand même pas mal pour... c'est chiant. Voilà, qui sont quand même pas mal pour s'entraîner. C'est sur CryptoHack, dans la catégorie Symmetric Ciphers ici. Hop. Et vous avez Flipping Cookie. Donc voilà, donc c'est vraiment pas très compliqué. Vous retrouvez le schéma que j'ai repris. Vous pouvez jouer un petit peu avec l'interface graphique ou alors vous pouvez le coder parce qu'il y a une API. Ça vous permet d'envoyer une requête avec directement les paramètres que vous voulez. Et autre chose, un autre truc, c'est sur RootMe, vous avez le shell AES CBC, Bitflipping Attack. Donc cette fois-ci sur un serveur distant, mais vous devrez gérer le cas où un bloc est détruit. Ça peut être embêtant dans le cas où le token peut être par exemple du JSON, qui a une syntaxe particulière avec des accolades, des guillemets, etc. Et si vous détruisez un bloc, vous pouvez détruire la syntaxe entre guillemets et rendre les choses illisibles. Et provoquer une erreur du côté serveur. Il ne faut pas ça, donc il faut prévoir le fait qu'on va intégrer un bloc qui n'est pas lisible. C'est un peu la difficulté de ce challenge. Voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires de la vidéo, sur Discord en message privé si vous avez mon Discord, et sinon sur le serveur Acute si vous êtes dessus, le serveur Discord d'Acute.